je ne crois pas à l'existence d'une coutume en matière constitutionnelle. Ayant ainsi dit que je suis normativiste, je voudrais que l'on me juge à l'intérieur de ce cadre, que l'on n'en sorte pas, comme mon ami Gando, qui aime souvent en sortir pour bien me traquer en m'amenant dans l'anthropologie. Je dis non, je ne suis pas anthropologue, je suis modestement un juriste normativiste. De là, la question est, c'est une question, comment les normativistes appréhendent-ils la question de la nature du régime politique? Qu'est-ce que la nature? Et ici, les normativistes sont clairs et unanimes. La nature, ce n'est que la propriété intrinsèque de quelque chose. C'est un peu l'ADN, un peu ce que Vladimir Jankélévitch, le philosophe, appelait l'ipséité, c'est-à-dire le plus petit élément distinctif d'un objet. Étudier dans le régime politique, déterminer la nature du régime politique camerounais, revient finalement à décliner son identité. Soit en l'ocasant dans les catégories juridiques existantes, soit en l'en sortant, mais dans tous les cas, en identifiant le plus petit élément qui permet de le caractériser. Sur cette base, toute l'étude des régimes politiques, on le sait, a évolué à partir de la séparation des pouvoirs et autres. L'on a abouti à deux grandes catégories de régimes politiques, selon Montesquieu, les régimes de confusion de pouvoir et les régimes de séparation des pouvoirs. En conséquence, Montesquieu, enfin tous les continuateurs de l'œuvre de Montesquieu, décident que parmi les régimes de séparation des pouvoirs, il y en a, enfin qu'il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs: le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Ils vont même, les puristes de cette méthode, qui est d'ailleurs dominante, vont jusqu'à dire qu'il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs: le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime d'assemblée. Tous les autres régimes, ce sont des maladies. Et on ne peut pas considérer une maladie comme une catégorie juridique. Donc, si nous partons de là, et dans le cadre de la méthode que nous avons définie, nous pouvons dire qu'il existe deux grandes catégories: les régimes de confusion des pouvoirs et les régimes de séparation des pouvoirs. Et à l'intérieur des régimes de séparation des pouvoirs, on distingue le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Nous allons y revenir en termes de critères. Mais la première question qui se pose est celle de savoir si finalement il n'y en a que trois. Parce que certains ont ajouté le principe à gauche, le présidentialisme à droite, le régime semi-présidentiel par là. Revenons et arrêtons-nous quelque peu sur ces questions. D'abord, lorsqu'on est normativiste, on ne comprend pas la notion de présidentialisme. Parce que le présidentialisme n'est pas un régime, c'est d'abord un système. Lorsqu'on aborde des problématiques relatives au présidentialisme, l'on intègre nécessairement des considérations extra-juridiques. Elles sont sociologiques, elles sont économiques, elles sont politiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, justement, le normativisme interdit la prise en compte de tous ces éléments extra-juridiques. Il considère tout système juridique comme un milieu clos, un milieu fermé, qui se suffit à lui-même. Il est structuré, il est organisé. Par conséquent, on n'a pas besoin de considérations extra-juridiques dans le cadre d'un système juridique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, chacun l'a remarqué, dans nombre d'ouvrages aujourd'hui, la notion de présidentialisme a tendance à disparaître. Elle doit disparaître, pourquoi? Parce qu'elle a été galvaudée. D'abord parce qu'on ne connaît pas son identité. À quel champ à quel champ scientifique se rattache la notion de présidentialisme? Pour ça, peut-être qu'il faut aller dans son histoire. L'on sait que le mot présidentialisme vient d'abord de l'anglais présidentialisme, qui signifiait le régime présidentiel au départ. Parce que lorsque l'école anglaise de droit constitutionnel imagine le concept, c'est pour désigner le régime politique américain qui était différent du régime politique
anglais. Par la suite, le présidentialisme va être abordé comme étant une déformation du régime présidentiel, en tout cas en l'étudiant par rapport au régime politique d'Amérique du Sud. Et après, le mot est arrivé en France, le concept est arrivé en France, et on le met à toutes les sauces. Comme le disait si bien le professeur Maurice Kamto dans son ouvrage, il dit, si le régime français est présidentialiste, qu'est donc le régime politique camerounais? Parce que finalement, on vous dit le régime politique camerounais est présidentialiste, le régime politique français présidentialiste, finalement, on ne sait plus ce que signifie le présidentialisme. C'est pour cela que la notion de présidentialisme est disqualifiée comme coupable de ne pas être capable de cerner la réalité d'un régime politique et surtout de lui affecter une identité juridique. Cela étant dit, pour ce qui concerne le présidentialisme, la question est aussi celle du régime semi-présidentiel. Parce que beaucoup disent le régime semi-présidentiel, c'est écrit dans de très nombreux ouvrages, mais il tend à disparaître aujourd'hui parce que la critique sur la notion de régime semi-présidentiel a été tellement forte à un moment donné que beaucoup des tenants de cette théorie ont tendance aujourd'hui, des partisans de cette théorie ont tendance à reculer. Pour savoir pourquoi, il faut revenir à l'origine. En fait, la notion de régime semi-présidentiel va naître en 1962 sous la plume d'un auteur que chacun sait, que chacun connaît, Maurice Duverger, qui était un publiciste au départ, qui est allé flirter avec la science politique, mais qui à la fin ne savait plus trop bien s'il était politiste ou juriste. Alors, il s'est mis à parler en 1962, lorsqu'à la suite de l'attentat du Petit Clamart, la France décide de modifier l'article 7 de la Constitution primitive de 58 et d'instaurer de Gaulle, par le mécanisme douteux, certes, critiquable sans doute, mais instaurer l'instauration, j'allais dire, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Maurice Duverger se répond dans le journal Le Monde, dans un article intitulé « Échec au roi ». Il analyse la situation et dit, il dit la Constitution du 4 octobre 1958 définissait un régime parlementaire. À partir du moment où, en vertu de l'article 7 initial, le président de la République française était élu au suffrage universel indirect. Maintenant qu'il est élu au suffrage universel direct, il y a une mutation du régime politique qui n'est plus un régime parlementaire, il est devenu un régime présidentiel. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui entraîne la relecture, plutôt une nouvelle approche des principaux articles de la Constitution, en particulier l'article 5 de la Constitution française sur le pouvoir arbitral. On le connaît, cet article, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, il n'assume pas son arbitrage, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il dit que désormais, il faut faire une lecture présidentielle de cela. Mais est-ce que, évidemment, il va recevoir toute une foule de critiques, de nombreuses critiques, toutes très vives les unes que les autres. On lui répond pour dire, écoutez, monsieur Duverger, vous vous trompez parce que c'est pas parce que le régime, que désormais le président de la République française est élu au suffrage universel qu'il y a régime semi-présidentiel. Pourquoi semi-parlementaire? Pourquoi seulement semi-présidentiel? Et en plus, l'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas un critère d'un régime présidentiel, puisque même dans le régime présidentiel le plus connu, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique du Nord, il est élu au suffrage universel indirect. Et or, dans la pensée de Duverger, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, pour lui, et c'était un malentendu, le régime semi-présidentiel était une forme de régime parlementaire. Nous allons y revenir. Donc, cela dit, nous évaluons donc le régime présidentialiste, le régime semi-présidentiel, et nous affirmons que le Cameroun est quand même un pays où, même si la séparation des pouvoirs n'y est pas claire, ou j'allais dire, n'y est pas, forte, elle existe.
Par conséquent, il faut classer le régime politique camerounais dans l'une des trois catégories des régimes, des régimes de séparation des pouvoirs. Voilà la chose. Maintenant, de nombreux collègues ont avancé des explications. Certains ont dit que c'était un régime semi-présidentiel. Je préfère ne pas y revenir. Nous venons de parler de cette notion de régime semi-présidentiel qui ne veut absolument rien dire. On ne sait pas si ça veut dire semi-présidentiel, ou bien 3 quarts présidentiels, et 1 quart parlementaire, ou alors 2 quarts parlementaires et 1 quart présidentiel. Ça n'a pas, c'est pas une qualification convaincante. Maintenant, certains ont proposé qu'on parle de présidentialisme démocratique. Je dis non. Un régime présidentialiste, à supposer que l'on considère qu'il y a un régime présidentialiste. Un régime présidentialiste ne peut pas être démocratique. Les concepts de présidentialisme et de démocratie sont antinomiques. Soit un régime est présidentialiste et il n'est pas démocratique, soit il est démocratique et il ne peut plus être présidentialiste. Mélanger les deux, c'est un peu mélanger dans une sauce de sucre et le sel. Ça devient très difficile à comprendre. Surtout, ce qui est important derrière cette qualification, c'est que le concept de présidentialisme est idéologiquement situé. Parce que ceux qui avancent la proposition de présidentialisme démocratique et qui adossent leur raisonnement sur le présidentialisme veulent par là dire qu'il n'y a pas d'évolution au Cameroun. Parce que dans un présidentialisme, il n'y a pas de multipartisme. Dans un présidentialisme, il n'y a pas d'élection. Même si la sincérité de ces élections peut être discutée, il reste que ce sont généralement des élections qui ne portent pas grand-chose. Nous parlons de là. Du coup, nous avons procédé par élimination. Il ne nous reste que la possibilité de voir si le régime politique camerounais est présidentiel ou parlementaire. Commençons par présidentiel. Peut-il être présidentiel? Je dis non. Il ne peut pas être présidentiel parce qu'on oublie souvent. On oublie souvent de le dire. Le régime présidentiel n'est pas un régime où il y a un président de la République. C'est évident. Parce que sinon tous les régimes seraient présidentiels. Autre chose, un régime n'est pas présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Le volume des pouvoirs n'est pas un critère de classification des régimes politiques. Ça, c'est très important. Et surtout qu'il y a une contradiction dans la pensée de ceux qui disent qu'il s'agit d'un régime présidentiel. Ils disent nous sommes dans un régime présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Mais ils oublient que justement, en droit constitutionnel, le vrai, le classique, le normativisme, en régime présidentiel, le président n'a justement pas beaucoup de pouvoir. C'est là la contradiction. Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement du régime présidentiel américain, c'est un régime d'isolement du pouvoir, un régime de séparation des pouvoirs, un régime de limitation stricte des pouvoirs d'un président qui ne peut même pas nommer l'ambassadeur des États-Unis dans la clairière du Cameroun sans passer d'abord par les 2 tiers du Sénat là-bas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le président, il est là pour, évidemment sous réserve du parlementarisme des pouvoirs et tout ce qu'on peut imaginer comme méthode permettant au président de glaner quelques voix à gauche à droite. Donc, le président de la République aux États-Unis doit exécuter les lois. C'est un exécutant. Alors que le président en régime parlementaire n'est pas qu'exécutant, il est aussi concepteur d'une politique, comme on le verra tout à l'heure. Donc finalement, ce n'est pas un régime présidentiel, parce qu'ici, il n'y a pas séparation rigide des pouvoirs, parce que nous n'oublions pas. Le critère du régime présidentiel, c'est la séparation rigide des pouvoirs. Cela signifie que le président ne peut pas dissoudre le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement, et le président ne peut être poursuivi par le Parlement que dans le cadre d'une politique, j'allais dire de la procédure de l'impeachment. Or, l'impeachment, c'est une procédure pénale. Donc, le président vit de son côté, le Congrès de son côté, chacun fait son boulot, c'est ça le régime présidentiel. Peut-on dire
que c'est ce qui se passe dans notre pays? Je dis non. Du coup, il ne reste que le régime parlementaire. Il ne reste que le régime parlementaire, mais avant, faut-il savoir de quel régime parlementaire il s'agit. Parce que généralement, lorsqu'on parle de régime parlementaire, nombre de Camerounais pensent que le seul modèle de régime parlementaire, c'est le modèle britannique. Non! Le modèle britannique est le plus ancien de tous les modèles de régime parlementaire, c'est vrai, mais le modèle britannique, celui où la reine inaugure les chrysanthèmes, n'a rien à faire et que l'essentiel du pouvoir est dans lequel l'essentiel du pouvoir est venu par le Premier ministre. Ce régime-là, ce n'est qu'un type de régime parlementaire. Il me revient à l'esprit le régime parlementaire orléaniste, par exemple, celui qui est instauré en France à la suite dans le cadre de la dynastie des Orléans, remis en place en 1815, c'est-à-dire sous la Restauration, renforcé en 1830 sous la monarchie de Juillet, et évidemment que la constitution de la Deuxième République, celle de 1848, va remettre en cause sous l'effet, j'allais dire, de l'œuvre de Alexis de Tocqueville, dont le livre de la démocratie à l'Amérique arrive en 1848 à sa 10e édition. Donc, sous l'influence d'Alexis de Tocqueville, on va abandonner ce type de régime parlementaire-là. Et d'ailleurs, sous la Troisième République, c'est-à-dire mise en place en France par les trois lois constitutionnelles de 1875, on s'achemine vers ça, même si, avec la Constitution publique, les choses vont changer. Mais ce qui est certain, c'est que dans un régime parlementaire orléaniste, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Énormément de pouvoir. Le Premier ministre, c'est un garçon de course. Comme cela se faisait sous la dynastie des Orléans. N'est-ce pas? Il était là pour assurer la navette entre l'Assemblée nationale, j'allais dire le Parlement, et le président, et le monarque, c'est-à-dire le roi. Du coup, on voit très bien que notre régime est un régime parlementaire, mais pas de la catégorie du régime parlementaire britannique, mais plutôt du régime parlementaire orléaniste, qui se rapproche du modèle français, même si par certains endroits, il s'en démarque. Madame la modératrice me fait observer que j'ai déjà trop parlé et qu'il faut que je m'arrête. Je vous remercie. C'est le respect du temps. Monsieur le professeur nous a parlé d'un devoir douloureux accompli autour de ce que ce régime est, ce qui n'est pas d'ailleurs, c'est-à-dire ce qui n'est pas le régime présidentiel, le régime présidentialiste, le régime semi-présidentiel. Je voudrais, et j'espère qu'on aura un moment pour en parler, monsieur le professeur, que nous revenions sur la possibilité d'un pluralisme juridique autour de la Constitution. Je sais que vous avez dit que vous êtes positiviste, normativiste. Est-ce qu'il est possible, et je pose la question tout naïvement, venant de territoires certes éloignés mais quand même proches du droit, est-ce qu'il est possible d'envisager de penser les régimes politiques sans prendre en compte des variables tenantes à l'environnement des institutions? Et si c'est le cas, est-il possible de clôturer la qualification de régime politique dans la Constitution? Je pose la question parce que tout à l'heure, le professeur Joya a dit son émoi, s'est dit embarrassé, politiste de son état de se saisir. Je pense que la science politique est tout à fait légitime. C'est un des concepts de la science politique. Nous ne la qualifions pas de la même manière. C'est pour ça qu'un tel débat me semble organiser une convergence peut-être parallèle, mais une convergence autour de cet objet. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment finalement on peut trouver un lieu commun pour discuter. J'ai été un peu gêné par la récusation de Maurice Duverger, qui en son temps a eu la lucidité, monsieur le doyen, de considérer ces variables extra-juridiques pour
pour penser les institutions. Peut-être c'est la nouveauté de l'affaire qui fait qu'elle ne soit pas connue. Aujourd'hui, on me dit que l'entrée en vigueur est appréhendée de plusieurs façons, et ça c'est l'approche normativiste qui a apporté cette lumière en disant il y a en ce qui concerne l'entrée en vigueur des actes juridiques l'approche théorique et l'approche pratique. C'est-à-dire, d'une part, l'approche théorique qui considère que l'acte entre en vigueur à compter soit de sa signature, soit de sa publicité ou de sa notification, et l'autre qui dit non, l'acte juridique n'entre en vigueur qu'à partir du moment où il est appliqué effectivement. Ça s'appelle la théorie de l'entrée en vigueur effective. Nous faisons donc un procès en sorte théorique consistant à penser que les juristes sont des hommes aériens. Je ne l'admets pas parce que ce n'est pas vrai. En plus, vous dites que le Gabon est une monarchie. Je ne sache pas que le président de la République ait hérité de son pouvoir d'une sanguine. C'est pour cela, et justement, c'est pour cela que aujourd'hui, l'analyse juridique a ceci d'excitant, je dis bien ceci d'excitant, qu'elle permet, lorsque des propositions sont avancées, de donner des éléments de preuve dans le texte. Lorsque je dis que le régime politique camerounais n'est pas présidentiel, je défie quiconque de me donner un seul critère du régime présidentiel dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Je défie quiconque de me démontrer que dans la Constitution, j'allais dire dans la loi constitutionnelle de 1996, il n'y a pas un pouvoir de dissolution. Parce que les critères du régime parlementaire sont clairs. Le pouvoir de dissolution, d'une part, et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ça veut dire que ce sont des critères vérifiables. Ce sont des critères vérifiables. Maintenant, que l'on dit de manière idéologique, parce qu'on est contre le régime actuel, qu'il s'agit d'un régime présidentialiste, je peux le comprendre, mais ça ne relève pas du droit, ça relève non même pas de la science, mais de l'idéologie. Et nous devons bien faire la différence, parce que dire que le régime politique camerounais est présidentialiste, c'est dire, qu'il n'y a pas de parti politique au Cameroun, qu'il n'y a pas de multipartisme, qu'il n'y a pas de droit des libertés consacrées et même parfois défendues. Je voudrais bien être clair là-dessus. Ce sont des droits qui existent, et puis ce n'est même pas une nouveauté. Parce que ce qu'on a appelé libéralisation est en fait ce que moi j'appelle la relibéralisation, parce que tous les droits actuellement consacrés, ou plutôt de nouveau consacrés, sont des droits qui ont existé dans ce pays après la conférence de Brazzaville en 1944 et autres. Et d'ailleurs, c'est en vertu de ces droits qu'un État est né, un État appelé Cameroun. Donc, je ne partage pas totalement, pas du tout, les positions de Hollande. De même, je peux comprendre que Duverger soit son arrière-grand-père. Et j'ai le droit d'avoir mes parents, moi aussi. Et je peux pas Duverger. Je le vois. Donc, Duverger a donné naissance, a contribué à la naissance de la science politique française. Personne n'a le conteste. Mais à partir du moment où il a abandonné la maison de la maman pour aller chez l'homme, bon, on comprend que la maman ne comprenne pas ce qui s'est passé. Et donc la maman se dit, mais finalement, tu es pour ta maman ou pour ton nom, je ne sais pas. Et c'est ça le problème. Mais cela n'enlève rien à l'apport de l'université, à l'évolution de la science du droit, c'est incontestable. Cela n'enlève rien à l'autorité de Maurice Duverger, qui est évidemment incontestable. Maintenant, en ce qui concerne les catégories classiques, vous savez, les je pense qu'il peut y avoir un lieu commun où nous discutons en nous entendant ensemble de régime politique. Je ne perds pas espoir que ces convergences existent et qu'il est nécessaire une discussion entre disciplines.
Je vais donner la parole à présent à l'assistance pour toi. Je présente une étudiante en droit public. Et ma question, c'est la suivante. Pardon, elle s'adresse aux professeurs en droit public. Par rapport au principe de l'exclusivité des États dans la détermination de leur régime politique, et face à l'enchevêtrement des deux régimes politiques principaux dans les États africains, on assiste de plus en plus à une crise de la définition du régime politique des États et le peut être être contourné par une analyse juridique normativiste pure qui exclurait toute considération politique dans la mesure où le politique est généralement influencé par des considérations extranationales et donc il faudrait envisager et même redéfinir le régime politique dans les États africains et donc c'est mieux à tout cadre africain et au cadre africain. Je vous remercie. En faisant entre les pouvoirs, est-ce que, au regard de notre constitution, on n'assiste pas à une critique du mécanisme 3 contre 3, un signe 3 de l'exécutif? Autrement dit, est-ce que l'institution, le pouvoir exécutif n'échappe-t-il pas au contrôle de la patrouille législative? Au docteur Bounangini. Dans la mesure où les mécanismes du parlementarisme existent dans notre loi constitutionnelle en dépit de leur inapplication, est-ce que l'inapplication d'une norme est synonyme de sa caducité ou de son abrogation? Si oui, exemple pris de l'article 66 de la Constitution qui n'est pas appliqué serait réputé non écrit. Ma deuxième question interpelle conjointement les professeurs en droit à Magloire et Nino, puisque la définition de la politique de la nation incombe au Premier ministre qui de ce fait peut engager sa responsabilité et celle de son gouvernement devant le Parlement. Au Cameroun, cette prérogative appartient au président qui lui n'est pas responsable devant le Parlement. Peut-on dire que cet élément, au-delà des critères classiques du régime parlementaire tel que défini par le professeur Hongrois, est une caractéristique supplémentaire du régime parlementaire? Si oui, la non-jouissance de cette prérogative par le Premier ministre nuit-elle à la qualification parlementaire du régime politique camerounais et comment cette absence de la jouissance de la prérogative justifie-t-elle qu'il soit responsable devant le Parlement? Alors, merci pour cette question, Ma question s'adresse au professeur Kindo, qui a exposé sur les rapports et a donné deux options, la vision organisationnelle et la vision fonctionnelle. Alors, je voudrais vous poser la question aussi simple, puisqu'il a essayé d'élaguer au niveau des rapports, au niveau fonctionnel entre l'exécutif et ce qu'il appelle le judiciaire, que nous autres, nous aimons aller dans une forte extension sur le juridictionnel. Alors, professeur, que pensez-vous simplement de la Haute Cour de justice et de la Cour de sûreté publique? En début de mon propos, sur deux points, nous n'étions pas ici dans la recherche de la vérité, parce que cette vérité n'existe pas. Nécessairement, il y a des divergences, et ces divergences sont liées à des problèmes d'approche. Je ne vois pas le politique en train de faire une lecture que le juriste, et vice-versa. La seconde relation, c'était de m'interroger justement sur la place du politiste dans l'analyse des théologies politiques et non pas du système politique. Et je crois que le débat qui s'ouvre là montre bien qu'on peut s'interroger sur la place du politiste, le regard qu'il jette. Est-ce qu'il jette un regard dans la norme ou est-ce qu'il jette un regard au fond de la norme? C'est ça c'est important. Parce que quand il jette un regard au fond de la norme, nécessairement, on n'est pas dans la analyse politique.
président peut dissoudre le Parlement, mais il est irresponsable. C'est-à-dire que lui, le Parlement n'a pas un autre moyen de se battre contre lui. Bien évidemment, c'est que cela peut donner l'impression qu'on a un président qui est à l'abri de quoi que ce soit. Et bien évidemment, c'est même la caractéristique du régime parlementaire. C'est-à-dire possibilité de discours sans que l'on soit atteint de ce point de vue. Ça, c'est un élément important. L'autre chose, c'est que, et là le professeur l'a dit, lorsque vous restez dans une analyse strictement juridique, vous analysez les rapports entre les pouvoirs. Et les rapports entre les pouvoirs vous amènent à tirer des conclusions. Et ces rapports sont déterminés par la Constitution. Évidemment, il peut y avoir déséquilibre dans ces rapports. Il peut y avoir égalité dans ces rapports. Mais quand il y a des équilibres constitutionnels, est-ce que pour autant, au fil de la République, est-ce que ça doit venir à dire qu'on est dans un régime présidentialiste? C'est ça ma préoccupation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on sait qu'il existe ou qu'il a existé des régimes réalistes où justement on a un chef d'État fort et un premier ministre qui est le garçon pour cela pouvoir de transmission. Voyez-vous, on ne peut donc pas s'interroger sur cela. Certes, il y a une différence dans l'appréhension de la place du gouvernement au Cameroun et en France. Oui, en France, le gouvernement définit la configuration. Le président a une fonction arbitrale. Ça, c'est l'article 5. Oui, au Cameroun, le chef d'État définit la configuration. Et c'est justement sur ce point qu'il y a des divergences dans l'appréhension, n'est-ce pas, de ces deux régimes politiques, qui sont, du point de vue constitutionnel, des régimes parlementaires. Et la différence naît justement de ce point de vue. Et donc, de mon point de vue, le président peut avoir d'importants pouvoirs, constitutionnellement parlant, sans que pour autant la nature du régime change. On l'a dit dans un régime présidentiel, et je vous ai dit ici la distinction présidentielle parlementaire, on la voit à la Britannique, la vote, qui effectivement a pu qualifier à la fois le régime britannique du parlementaire et le régime américain, le régime présidentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a un président qui domine, simplement c'est qu'il y a une séparation stricte et un président qui est plus ou moins sous contrôle. Il y a des moments où le Parlement a le dessus, des moments où le président a le dessus. C'est ça qui fait le qui. Alors que dans un régime parlementaire, quand vous observez très attentivement, eh bien, le jeu ne se traduit pas de la même manière. Il y a des mécanismes qu'on ne trouve pas dans un régime présidentiel. À propos du VHG, je dis que le VHG, certes, a beaucoup apporté le droit public à la science politique, mais en fait, c'est à l'UHG que l'on voit tout ce débat aujourd'hui. Parce qu'en 1962, lorsque le président est désormais élu au suffrage universel direct, l'UHG dit le régime politique français a changé. Il est devenu un régime présidentialiste. Or, dans la recherche de critères de qualification d'un régime, eh bien, il n'y a pas l'élection du président de la République. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire que toutes les questions je ne dis pas que tous les juristes peuvent avoir la même posture dans la qualification du régime. L'important, c'est que le critère de qualification soit un critère juridique. Lorsqu'il sort du droit, eh bien, on ne peut pas le considérer comme tel. Les politiques doivent avoir leur qualification. Ça, c'est leur problème. Mais moi, qualifier un régime en utilisant les critères d'un système politique, moi, ça me pose problème. Voilà ce que je veux dire. Sur la garde de la seconde question, justement, j'ai dit, j'ai évacué dans le rapport fonctionnel j'ai exclu, n'est-ce pas, le judiciaire. Parce que je considérais que ce qu'on veut, le judiciaire n'a pas d'influence sur les actes de l'exécutif. C'est pour ça que j'ai exclu. Maintenant, vous évoquez des cas
qui participent soulever de l'extra, parce que ce sont des juridictions d'exception de ce point de vue. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on les met en avant, ça ne rentre pas dans la conception judiciaire, donc la Constitution. En termes de pouvoir judiciaire, on dit qu'il y a la chambre administrative, la chambre judiciaire et la chambre de compte. Alors les autres instances sont instituées pour juger le président et les membres du gouvernement. Ce qui veut dire qu'on a affaire plus à des juridictions politiques qu'à des juridictions judiciaires. Voilà ce que je vous dis par rapport à votre plan de votation. Je vais donner la parole à M. Doyen. Il était posé au conseil du gouvernement, totalement qu'il a développé. Et c'est ça, parce que c'est là justement le problème. On s'en mêle les pinceaux en étudiant des questions de